À la fin du XVIe siècle, l'Europe entière se lance dans une course effrénée pour contrôler le continent africain. Lors de la ruée vers l'Afrique, les puissances coloniales, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et bien d'autres, découpent le continent sur des cartes, comme s'il s'agissait d'un simple territoire sans peuple, sans royaume, sans histoire. L'Italie, jeune nation en quête de puissance et de reconnaissance internationale, veut elle aussi son empire. Ne disposant que de peu de colonies, elle regarde vers l'Afrique de l'Est et fixe son ambition sur l'Éthiopie. Mais l'Éthiopie n'est pas un territoire vide, c'est un royaume ancien, fier, structuré, profondément chrétien et dirigé par un souverain capable d'unir son peuple. Pour Rome, la conquête semble simple, presque garantie. Pourtant, les Italiens ignorent qu'ils vont se heurter à un adversaire déterminé, l'empereur Ménélique II. Ménélique II n'est pas seulement un souverain, c'est un visionnaire, un stratège, un diplomate redoutable. Lorsqu'il monte sur le trône d'Éthiopie, le pays est un vaste ensemble de régions parfois divisées, chacune dirigée par de puissants nobles locaux. Ménélique comprend qu'aucune nation ne peut survivre face aux appétits européens si elle n'est pas unie. Il entreprend donc une œuvre ambitieuse, intégrer les provinces, instaurer une autorité centrale forte et bâtir une armée capable de défendre le royaume. Modernisateur audacieux, il n'hésite pas à s'ouvrir au monde. Il achète des milliers de fusils modernes, des canons, et négocie directement avec les grandes puissances pour obtenir la meilleure technologie militaire. Pendant que l'Europe pense l'Afrique faible et désorganisée, Ménélique, lui, prépare méthodiquement son pays à se protéger. En 1889, l'Italie approche Ménélique avec une proposition de traité, le traité de Wuchal. Sur le papier, il s'agit d'un accord d'amitié et de coopération. Une version en amharique est remise à l'empereur, et tout semble clair. Mais dans sa version italienne, une clause subtile transforme l'Éthiopie en protectorat italien, donnant à Rome le droit exclusif de représenter le royaume sur la scène internationale. Ce n'est plus un simple accord, c'est une tentative de domination. Lorsque Ménélique découvre la supercherie, sa réaction est immédiate. L'honneur de l'Éthiopie, l'indépendance du peuple, la dignité de ses ancêtres sont en jeu. Il rejette officiellement la version italienne et accuse Rome d'avoir falsifié un traité destiné à tromper son pays. Cette fois, la diplomatie ne suffit plus. L'Italie exige la soumission, mais Ménélique refuse catégoriquement. Il déclare alors ces paroles devenues célèbres. « Tant que je serai vivant, je ne donnerai jamais mon pays à personne. » Une phrase simple, mais qui deviendra le cri de résistance d'un peuple tout entier. À partir de ce moment, la confrontation devient inévitable. Face au refus catégorique de Ménélique II, l'Italie décide de répondre par la force. Convaincue de sa supériorité militaire et technologique, elle prépare une grande expédition coloniale. Plus de 17 000 soldats sont envoyés en Afrique de l'Est, fantassins, artilleurs, unités alpines, ainsi que des canons modernes et des mitrailleuses dernier modèle. Pour Rome, cette armée représente un outil de domination implacable. Les généraux italiens, persuadés que les Africains ne pourront jamais résister à leur puissance de feu, affichent un mépris total pour les combattants éthiopiens. Ils pensent que cette campagne sera rapide, facile, presque une formalité. Mais la réalité échappe complètement à leur imagination. Alors qu'ils avancent avec arrogance, Ménélique II rassemble discrètement une force gigantesque. Grâce à son prestige, aux alliances qu'il a patiemment tissées, et au sentiment national qui se renforce face aux dangers, il mobilise une armée sans précédent dans l'histoire du continent africain. Des dizaines de milliers de guerriers convergent vers le nord, Oromo, Amara, Tigréens, Chohan, toutes les provinces répondent à l'appel. Selon les estimations, 70 000 à 100 000 hommes se préparent à défendre la souveraineté de leur pays. Et Ménélique n'est pas seul. À ses côtés se tient une femme dont l'histoire oublie trop souvent le rôle crucial, l'impératrice Taïtu Bétule. Dotée d'un esprit stratégique remarquable, visionnaire et déterminé, elle joue un rôle central dans l'organisation de la défense. Taïtu supervise la logistique, dirige ses propres troupes, inspire les soldats et conseille l'empereur dans toutes les décisions militaires majeures. Sa présence renforce le moral des combattants et symbolise l'unité totale du peuple éthiopien. Pendant que les Italiens avancent avec confiance, sûrs de leur victoire, ils ignorent qu'ils marchent vers l'une des résistances les plus redoutables et les plus déterminées de l'histoire africaine. Une confrontation titanesque se prépare, et elle va changer le destin du continent.
Le 29 février 1896, la nuit tombe sur les montagnes d'Adwa. Le ciel est lourd, les étoiles semblent observer silencieusement deux armées prêtes à s'affronter. D'un côté, les troupes italiennes, installées dans leur camp, tendues, fatiguées par des jours de marche difficiles. De l'autre, l'immense armée éthiopienne, regroupée autour de feux de camp. Les chants guerriers résonnent dans la nuit, portés par les tambours et les prières. Chaque guerrier sait qu'au lever du soleil, le destin de l'Éthiopie se jouera. La tension est presque palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Convaincus qu'une attaque surprise leur donnera un avantage décisif, les commandants italiens décident de frapper avant l'aube. Leur plan, contourner les troupes éthiopiennes en avançant dans l'obscurité totale. Mais ils n'ont pas compris la véritable nature du terrain. Les montagnes du Tigré sont un labyrinthe de ravins, de roches tranchantes et de sentiers étroits que seuls les habitants connaissent vraiment. À peine engagés dans cette marche nocturne, les unités italiennes se désorganisent. Les guides locaux, mal informés ou incapables de se repérer dans l'obscurité, commettent erreur sur erreur. Certaines colonnes prennent du retard, d'autres bifurquent dans la mauvaise direction. Le brouillard épais descend sur les sommets, étouffant le son, brouillant les silhouettes. L'immense armée italienne, qui devait frapper en une seule masse compacte, se retrouve soudain morcelée, isolée, vulnérable. Ce qui devait être une attaque éclair se transforme en chaos. Pendant ce temps, dans les camps éthiopiens, les chefs observent, écoutent, ressentent. Ménélik II et Taïtu Bétul sont informés des mouvements étranges de l'ennemi. Leurs éclaireurs, habitués à ces montagnes, comprennent immédiatement. Les Italiens se sont perdus. Ils sont dispersés, désorientés, et surtout, incapables de se regrouper à temps pour affronter l'armée impériale. C'est l'erreur fatale. Une erreur qui va inverser le cours de l'histoire. Car au lever du jour, les Éthiopiens ne feront face ni à une armée organisée, ni à un plan cohérent. Ils feront face à un adversaire divisé, affaibli, offert à la victoire. Et Ménélik II le sait, le moment de frapper est arrivé. À l'aube du 1er mars 1896, les premières lueurs du soleil glissent sur les sommets d'Adwa. Dans ce décor monumental, l'empereur Ménélik II lève son bras. Un silence lourd traverse les rangs, puis l'ordre tombe. L'attaque commence. En un instant, les montagnes s'illuminent de cris de guerre, de tambours martelés avec rage, de trompettes traditionnelles qui vibrent dans l'air froid du matin. L'armée éthiopienne se met en mouvement comme un océan de lances, de fusils et de boucliers. Sur l'aile gauche, le légendaire Ra Alula, vétéran de dizaines de batailles, connaît parfaitement la stratégie italienne. Il frappe le premier. Ses troupes fondent sur les Italiens embusqués dans les collines. Pris de panique, mal positionnés et déjà épuisés par la marche de nuit, les Italiens ne peuvent résister. Alula écrase leur ligne, ouvrant une brèche massive. Au centre, Ménélik lui-même mène l'assaut. Derrière lui, une armée immense avance comme une vague de feu. Les chants guerriers couvrent le bruit des canons. Les Éthiopiens déferlent sur les troupes italiennes désorganisées. Fusils, sabres, lances, tout se mêle dans un choc brutal. L'élan de l'armée impériale est irrésistible. La confusion totale s'empare des lignes coloniales, qui ne parviennent plus à tenir leur position. Sur l'aile droite, l'impératrice Taïtu Bétul dirige personnellement l'artillerie. Elle place ses canons sur les hauteurs, coupe les voies d'approvisionnement italiennes et bloque toute tentative de regroupement. Ces tirs précis plongent l'ennemi dans un chaos encore plus profond. Grâce à elle, les Italiens se retrouvent isolés, affamés, incapables de coordonner une défense solide. C'est une démonstration de stratégie et d'intelligence militaire rarement vue à cette époque. Très vite, la situation italienne devient catastrophique. Les soldats, encerclés de tous côtés, se battent sans savoir où se trouve leur commandement. Les officiers tombent les uns après les autres. Les unités fuient, se dispersent ou se rendent. En quelques heures seulement, ce qui devait être une campagne de domination tourne au cauchemar absolu. Lorsque le soleil atteint le sommet du ciel, tout est terminé. L'armée coloniale italienne est anéantie. Adwa devient non seulement une victoire militaire, mais un symbole éternel de résistance et de liberté. Pour l'Éthiopie, c'est un triomphe total. Pour l'Italie, un désastre historique. Lorsque le soleil se lève complètement sur les montagnes d'Adwa, le destin du continent africain vient de changer à jamais. Les tambours se taisent peu à peu, remplacés par les cris de victoire des soldats éthiopiens. Les drapeaux vert-jaune-rouge flottent dans le vent,
tandis que les généraux de Ménélique II parcourent le champ de bataille pour constater l'ampleur de ce qui vient de se produire. L'armée italienne, pourtant équipée de technologies modernes, est vaincue de manière écrasante. Des milliers de soldats sont capturés, d'autres fuient dans le désordre, abandonnant armes, munitions et positions stratégiques. L'Éthiopie, elle, n'a pas seulement gagné une bataille, elle a repoussé une tentative de colonisation européenne. C'est un choc pour l'Occident, un coup de tonnerre politique et militaire. Quelques semaines plus tard, l'Italie signe le traité d'Addis-Abeba, reconnaissant officiellement la pleine souveraineté de l'Éthiopie. Ménélique II devient le symbole vivant de la résistance africaine, et Taïtu Bétul, stratège et impératrice, incarne la force et l'intelligence des femmes éthiopiennes. La victoire d'Adwa inspire des générations entières de mouvements anticoloniaux, du Ghana à l'Afrique du Sud, en passant par le Caraïbe et les États-Unis. Des leaders comme Kwame Nkrumah, Marcus Garvey et El Selassie évoqueront Adwa comme un modèle, une preuve que l'Afrique peut se lever et défendre sa dignité. Aujourd'hui encore, Adwa n'est pas seulement une page d'histoire. C'est un symbole de courage, d'unité et d'espoir pour tout un continent. Une preuve que lorsque les peuples se rassemblent pour défendre leur liberté, aucune puissance étrangère ne peut les briser. La victoire d'Adwa n'est pas seulement une victoire éthiopienne. C'est un séisme politique qui traverse tout le continent africain et résonne jusqu'aux Caraïbes, aux États-Unis, et dans toutes les nations sous domination coloniale. Pour la première fois à l'ère moderne, un pays africain, organisé, souverain et uni, a défait une armée européenne équipée, industrialisée et confiante de sa supériorité. Cette victoire pulvérise un mythe installé par les empires coloniaux, celui de l'infériorité militaire, culturelle et politique des peuples africains. Adwa devient instantanément un symbole de liberté, brandi par chaque nation cherchant à résister. Un symbole de courage, montrant qu'un peuple uni et déterminé peut renverser les forces les plus puissantes. Un symbole d'espoir, prouvant que la domination européenne n'est ni éternelle ni invincible. Partout dans le monde noir, des penseurs et leaders prennent Adwa comme référence. W.E.B. Du Bois voit dans cette victoire la démonstration que l'Afrique peut redevenir maîtresse de son destin. Marcus Garvey, père du panafricanisme moderne, utilise Adwa comme argument pour prêcher la fierté noire et l'unité mondiale des peuples africains. Plus tard, Kwame Nkrumah, futur président du Ghana et apôtre de l'unité africaine, évoquera Adwa comme l'étincelle qui a inspiré son combat pour l'indépendance. Dans les écoles colonisées, les enfants apprennent cette histoire en secret. Dans les villages, les anciens la racontent avec passion. Dans les mouvements de libération, Adwa devient un cri de ralliement, une preuve vivante qu'un avenir libre est possible. Ainsi, la victoire d'Adwa dépasse largement les frontières de l'Éthiopie. Elle marque le début d'une prise de conscience collective, un moment où l'Afrique réalise qu'elle peut se lever, résister et triompher. Plus de 125 ans après, Adwa demeure un sommet de l'histoire africaine. La victoire de Ménélique II et de son peuple résonne encore comme une leçon de courage, d'unité et de dignité. Ce jour-là, sur les terres d'Éthiopie, l'Afrique entière a montré qu'elle pouvait se dresser, résister et triompher. Un héritage qui continue d'inspirer le monde. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour plus d'histoires puissantes d'Afrique. On se retrouve dans la prochaine vidéo.